Nous allons donc partir sur des territoires a priori moins exotiques, mais je vais tâcher néanmoins de vous donner quelques envies de les traiter sous un angle nouveau. Et je voudrais d'abord remercier bien sûr pour cette intervention la PSG Bordeaux, en particulier Christophe Léon, Sandrine Vossel, pour leur accueil, et l'Université Bordeaux-Montaigne, la Maison des Suds, Béatrice Collignon qui nous a aimablement introduit la journée tout à l'heure. J'apprécie tout particulièrement, en tant que membre de la PSG également, dans l'Académie de Lyon, ce croisement que je trouve très fructueux entre recherche et enseignement. Je pense que c'est une plateforme très intéressante pour éprouver un petit peu nos travaux de recherche auprès d'un public qui sera plus tard en position de les transmettre. Ça nous permet une bonne remise en question que je trouve à la fois salutaire et fertile. Alors, une petite précision très rapide. Il se trouve que je suis membre du jury des concours, donc je souhaiterais bien préciser ici que le propos que je vais tenir n'engage strictement que moi et n'a aucune valeur officielle, de même que mon manuel ne doit absolument pas être considéré comme le manuel de référence sur la question France des marges. Là, il faut bien reprendre la posture d'humilité du chercheur, dans laquelle eh bien, il est question surtout de piocher parmi les concepts et de confronter les points de vue. Et je pense que si vous êtes en capacité de repérer des contradictions d'un manuel à l'autre, c'est très bien, parce que c'est précisément de ces contradictions que vous allez pouvoir tirer un jugement personnel qui sera forcément apprécié, parce qu'il fait preuve évidemment d'une volonté de se confronter un petit peu aux réalités de la science. En l'occurrence, sur la question France des marges, mon objet, c'est particulièrement nécessaire, puisqu'on est sur un concept qui est encore assez instable, encore assez flou, en train de se construire, et qui les donne bien du fil à retordre sur ce sujet. Alors, pour cette intervention, il aurait été possible pour moi de revenir, je dirais, sur les enjeux les plus sociaux, qui sont assez rapidement associés à la notion de marge, en particulier le croisement avec la question de la pauvreté, de la relégation, de la précarité, de l'exclusion, pour reprendre un champ sémantique très présent sur cette question. Et donc, il s'agirait dans ce cas-là de voir en quoi l'analyse par les marges permet d'éclairer l'inscription spatiale des enjeux de pauvreté dans les territoires. Mais puisque la journée prévoit juste après moi l'intervention de Jemila Zaneidi, qui est une des spécialistes de cette thématique, il ne m'est pas paru très opportun d'abonder dans le même sens. Et c'est pour ça que j'ai choisi de ce fait de prendre le sujet exactement à rebours et de l'aborder à partir de l'espace. Un espace particulier, en l'occurrence des territoires de nature, donc une entrée spatiale plutôt que sociale a priori, et des territoires qui sont a priori perçus comme des marges ultimes de l'œcumène, encore habités en apparence par le sauvage. Donc ces marges naturelles, le terme reprendra dans une catégorie que je tiens également à créer pour l'occasion, des territoires comme des territoires littoraux, des territoires de zones humides, de marécages, de haute montagne, voire, pourquoi pas, les forêts. Alors évidemment, c'est une catégorie qui mérite énormément de questions, et puis cette entrée par l'espace également doit être, je pense, contestée ou critiquée, et je vais me charger moi-même de faire cette critique. Il y a deux réserves importantes à mettre d'emblée en jeu avant d'aborder le sujet. La première, c'est qu'il y a des guillemets qui s'imposent. Lorsque je parle de territoire de nature, on est bien clair, on n'est aucunement, en réalité, confronté à un sauvage radical, à une altérité absolue qui serait en dehors de la société. C'est complètement illusoire, encore plus peut-être dans le territoire français qui occupe cette question. C'est illusoire parce que l'influence de la société sur les milieux naturels a été, je pense, depuis de très nombreuses années démontrée dans le champ de l'écologie, dans le champ de la géographie. J'en veux pour preuve, par exemple, Jean de Mongeau, qui a publié pendant des années les milieux naturels du globe. Et dans la dernière édition, en 2006, il a bien pris soin de rajouter des guillemets à naturel, parce qu'il n'était plus dupe lui-même de cette représentation collective de la planète, tant l'influence de la société était devenue omniprésente et incontournable. Donc lorsque je parle ici de cette nature, il faudra lui mettre tous les guillemets qui s'imposent et bien concevoir là derrière une représentation du territoire et non pas un caractère intrinsèquement sauvage des espaces dont on parle. Donc c'est très important, bien sûr, cette influence de la société sur les territoires. J'ai parlé de littoral, on vient de parler de tourisme, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Pour la haute montagne, le parallèle sera assez facile. Pour les zones humides, j'en aurai un exemple par la suite. Et pour les forêts, c'est encore plus magistral, puisque là, pour le coup, l'espace forestier, en France, il est extrêmement présent, on va le voir juste après, mais quant à retrouver une forêt au fonctionnement primaire, ou proche de l'état initial qui aurait été un état hypothétiquement antisocial, ça, on ne connaît pas. On ne connaît pas à l'échelle française, on a bien du mal à trouver des forêts primaires à l'échelle mondiale.
Donc mon problème, il est là, c'est que finalement, je vous parle d'un espace qui n'existe pas, sinon peut-être dans les représentations, et ça m'arrange beaucoup. Quelques données, si vous souhaitez les retrouver. À partir de l'exploration Corinne Landcover des superficies et de l'occupation du sol en Europe, édition 2016, j'ai essayé de regrouper à partir de cette base de données de la manière la plus généreuse, la plus large possible, ce qui relèverait potentiellement d'un espace littoral naturel, non construit, non investi, non artificialisé par des infrastructures de transport, par des lieux d'habitation, par une mise en agriculture. Et vous le voyez, les ordres de grandeur, au moins pour ce qui concerne les roches nues, les glaciers, les neiges permanentes, les plages, les dunes, les marais maritimes, les lagunes, les estuaires, etc., on est sur des proportions relativement infinitésimales du territoire français. On est toujours en dessous de 1% du territoire national. La seule exception, donc nos forêts, qui sont à l'inverse des territoires en forte progression, mais dans lesquels vous êtes dans tout sauf des forêts naturelles. On est surtout sur des forêts de coupe, des forêts d'exploitation, des forêts plantées. Et cela depuis le minimum de couverture des forêts françaises qui remonte à 1800-1820, une époque où le territoire national était couvert à 12% par les forêts. Depuis, c'est très simple, hein, on gagne 7 à 8 millions d'hectares tous les 10 ans, ça fait un département français tous les 7 à 8 ans, c'est assez impressionnant, on est à 30%, mais sur des formes de boisement, soit pilotées par l'État, comme on le sait pour les Landes, avec les politiques historiques de boisement de ce département, soit pour des opérations de restauration des terrains en montagne ou du Fonds forestier national qui ont aidé à des boisements pour les propriétaires privés en essence de résineux à forte productivité dans l'idée de soutenir la filière bois française. Donc fondamentalement, ces forêts que j'essaye d'envisager ici sous l'angle de leur naturalité, finalement on s'aperçoit qu'elles sont bien loin de cette représentation. Ce sont d'abord des forêts plantées, des forêts de production, des forêts soutenues par l'État et finalement une forme d'aménagement du territoire parmi d'autres. Donc ces réserves sont importantes, bien entendu, puisqu'elles me conduisent à aborder ce sujet d'une manière finalement extrêmement sociale. Et c'est bien cela qui m'importe ici, puisque le naturel qui m'importe, c'est une reconstruction sociale du naturel, et cela fait écho justement à la notion de marge qui elle-même ne peut être guère appréhendée que sous l'angle de la construction sociale. Le naturel ici est perçu comme tel, il est même entretenu comme tel finalement dans l'imaginaire culturel à l'échelle française, voire peut-être même pour des finalités téléologiques sur une certaine vision du monde. Je me suis amusé à mettre en exergue dans chacun des chapitres de mon manuel quelques phrases tirées de la littérature, tirées d'ouvrages de recherche qui ont la volonté d'aller au-delà de la seule dimension géographique et d'aller vers la philosophie morale ou justement la production littéraire. Et j'ai en particulier cité cet ouvrage connu de Robert Harrison qui traite des forêts sous l'angle de l'imaginaire, essai sur l'imaginaire occidental. Et il nous dit bien que ces forêts, dans leur représentation la plus sauvage, dont je donne une illustration ici, une forêt non entretenue, une forêt de sénescence, avec la place pour le bois mort, pour le lichen, pour les champignons, et bien cette forêt-là, elle est indispensable, elle est utile à la société, non pas pour sa dimension productive, mais bien dans l'imaginaire collectif. Parce que ces forêts, ce sont la marge. Mais c'est une marge, ici il dit provinciale, pourquoi pas, mais surtout littérale et imaginaire de la civilisation occidentale. C'est une marge d'opacité où l'habitat humain trouve ses limites terrestres et s'inscrit dans la grande histoire de l'expansionnisme citadin. Ce sont des marges, je le disais, perçues comme telles et entretenues comme telles, parce qu'elles sont quelque part nécessaires à notre existence, puisque la disparition de ces forêts, de cette nature fantasmée quelque part, tout comme la disparition des habitats sauvages, des espèces qui l'accompagnent, n'est pas qu'une inquiétude écologiste. C'est aussi une peur enfouie de la disparition de la frontière, de la disparition de l'altérité radicale, sans lesquelles l'habitat de l'homme perd son fondement, pour broder autour de la citation de Robert Harrison. Donc voilà ce qui m'importe ici, c'est bien de me placer dans la construction sociale du naturel, ce en quoi je vais pouvoir rejoindre le questionnement fondamental sur les marges en France. Donc on n'échappe pas au social ici, et ces territoires du naturel, si je souhaite les envisager comme une marge, ce sera bien pour voir en quoi et pourquoi on souhaite les maintenir dans cet état de marge ou les représenter comme cela. Et derrière cela, je tenterai d'étudier tout simplement en quoi est-ce que ces marges servent indirectement à produire, à reproduire des formes d'inégalité dans l'espace, qui vont se traduire très certainement aussi par des formes d'inégalité sociale. Pour pouvoir mener à bien cette analyse,
eh bien, tout comme mon collègue précédent, on a besoin d'un petit peu d'outils conceptuels, en tous les cas, d'un modèle théorique qui nous permette d'aller vers les marges. En fait, c'est bien sûr le problème auquel on est tous confrontés avec ce concept ou avec cette notion, si tant est qu'elle s'agisse véritablement déjà d'un concept, c'est que c'est un terme qui est extrêmement flou et sur lequel il faut se positionner. C'est pas évident, je vous le cache pas. La partie épistémologique de l'ouvrage essaye de s'y atteler, mais derrière cela, c'est aussi tout simplement pour progresser. Donc, il y a deux solutions. Soit on se perd dans des considérations épistémologiques entre plusieurs courants qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, soit à un moment on prend parti. Bon, j'ai décidé de prendre parti pour pouvoir aller un peu plus loin, avancer, et donc j'ai proposé une construction théorique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet justement d'aller vers la géographie, vers les territoires, en appliquant une certaine grille d'analyse. Alors vous le voyez, pour cela c'est très simple, il y a au moins une idée qui me tient à cœur, et j'espère qu'elle sera partagée, c'est que la marge n'est pas a priori un type d'espace. C'est très clair. Et je pense que là-dessus, il y a quand même un certain consensus parmi les auteurs qui ont produit sur cette thématique-là. C'est pas un type d'espace a priori, c'est pas là c'est une marge, là c'est pas une marge. Tout espace est potentiellement une marge. On est toujours à la marge d'autre chose, on est toujours à côté de, on est toujours un peu moins, un peu plus, autre chose que quelque chose qui est perçu comme central. C'est une relation dialectique, c'est une relation relative, on le sait. Et du coup, la marge, il va falloir abandonner l'idée de la classifier comme ça dans le territoire et tout simplement l'envisager comme une grille d'analyse. C'est un modèle herméneutique qui permet d'interpréter les différents espaces français et de revisiter la géographie de la France avec une grille de lecture un peu renouvelée. Et tout l'intérêt de la marge, il est là. C'est que la grille de lecture, elle met sur le dessus de la pile des concepts ou des manières de considérer les problèmes qui sont un peu nouvelles. Et ça fait grand bien, je trouve. Alors, quels seraient donc ces contenus novateurs et intéressants pour nous? Pour moi, le plus important, ça a été d'essayer de voir la valeur ajoutée du concept de marge par rapport au concept préexistant. Le premier d'entre eux, celui qui me gêne le plus et qui continue à gêner pas mal de monde, c'est le fameux couple centre-périphérie, déjà très présent dans la géographie française depuis les années 80. Un couple qui s'enracine quand même dans un contexte épistémologique très clair, celui d'une analyse systémique, éventuellement assez structuraliste, dans laquelle on cherche à observer des structures de fonctionnement de l'espace et des lois de fonctionnement théorique de l'espace derrière les réalités observées. Alors, j'avais retracé toute l'importance de cette évolution épistémologique, mais c'est ce moment-là qui m'a le plus arrêté, parce que la question était simple. En quoi est-ce que réfléchir en centre et marge change fondamentalement la réflexion ancienne centre-périphérie? Alors, sans avoir été en capacité de totalement convaincre les collègues qui travaillent en centre-périphérie, j'ai eu pas mal de débats avec eux, j'essaye quand même humblement de dire qu'il y a autre chose derrière la marge. J'ai essayé de le faire sous la forme d'un petit schéma. Un petit schéma qui reprend finalement la logique antérieure centre-périphérie, dans laquelle il me semble, à force de lire Alain Reynaud, à force de lire les auteurs qui illustrent le mieux, je pense, cette théorie, que la notion centre-périphérie, c'est un couple, c'est un binôme, dans lequel les espaces considérés comme périphériques sont envisagés essentiellement de manière relative par rapport au centre. Ça paraît un truisme, c'est peut-être même une évidence. Mais avec en plus d'autres filtres qui sont liés aussi à l'époque, les années 80-90, dans lesquels un certain primat était malgré tout accordé à l'entrée économique. Ce n'était pas systématiquement le seul, mais l'entrée économique, plus des flux matériels, des flux humains, en particulier des mobilités, des migrations entre ces deux territoires. Donc voilà les deux petits points qui m'ont accroché. Je pense pas être totalement dans l'erreur en disant que le problème finalement de ce modèle centre-périphérie par rapport à la question actuelle, c'est que finalement la périphérie, elle est souvent évaluée par rapport à, de manière relative, dans un champ statistique dans lequel elle va être plus, elle va être moins, elle va être autre, mais toujours dans cette relation finalement entre par rapport à un centre qu'on cherche à identifier, qu'il soit métropole, qu'il soit urbain par rapport au rural ou autre couple binaire assez fréquent en géographie. Et puis ce primat de l'économie qui est toujours un petit peu gênant, parce que c'est pas forcément parce que on est moins riche ou moins développé, pour prendre des catégories un peu provocatrices, que les phénomènes sont nécessairement dans le négatif sur le territoire. Donc l'enjeu, si j'arrive à cliquer dessus, je sais pas pourquoi ça vient pas, voilà.
on est finalement donc sur une relation hiérarchisante et possiblement péjorative dans le couple centre-périphérie. C'est pas systématique, tous les auteurs ne sont pas d'accord. Hein. Je voudrais pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Brigitte Prost, par exemple, ou Alain Reynaud ont une vision un peu négative, parfois assez péjorative du phénomène, mais c'est pas le cas de Sophie de Ruffray ou Christiane Roland-May, qui envisage ici la notion de marge et de périphérie comme des états intermédiaires ou différents par rapport au centre. Néanmoins, la hiérarchie est présente, elle est possiblement péjorative. Et c'est très gênant pour moi qui travaille plus précisément sur les espaces ruraux, où je dois toujours parler du rural en miroir de l'urbain, par rapport à un champ statistique de l'urbain qui est toujours extrapolé vers les valeurs hautes, et dans lesquelles, du coup, mon rural, il est complètement nivelé, complètement bloqué dans la catégorie la plus basse des statistiques, sans aucune possibilité de faire de la différenciation. Donc, par exemple, parler de marge dans cette situation, ça veut dire ça. C'est passer, finalement, de la relation à l'objet, initialement, inféodé à un centre. Et centrer mon regard spécifiquement sur la marge en prenant pour acquis l'idée qu'il y a une construction relative, mais ensuite en me focalisant seulement sur l'objet marge. Typiquement, pour le rural, ça veut dire que je dégage toutes les statistiques concernant la ville et je réétalonne toutes mes statistiques à l'échelle du seul territoire qui m'intéresse. Donc je recentre, ou plus exactement, je décentre l'analyse pour essayer d'envisager toute la richesse d'un territoire pour lui-même. On peut souscrire en cela à beaucoup de citations. Il y en a une qui m'a plu, donc je l'ai mise ici à l'écran. Alexis Sierra, par exemple, nous dit que l'étude des marges renvoie à une approche culturelle parfois qualifiée de postmoderne qui met l'accent sur la pluralité comme norme. Cette postmodernité, elle s'inscrit surtout sur l'idée de ne plus hiérarchiser, de se décentrer par rapport à ce fameux centre pour essayer d'envisager toute la richesse de l'objet pour lui-même. Donc la marge, la périphérie, fondamentalement, ne sont pas forcément des espaces différents. On peut parler d'un même espace sous l'angle de la périphérie ou de la marge, mais c'est vraiment la façon de les aborder qui change. Ce sont deux façons distinctes d'aborder un même phénomène, mais à travers deux paradigmes scientifiques différents. Et ces paradigmes scientifiques, là pour le coup, il a passé de l'eau sous les ponts. Il y a eu beaucoup de ruptures épistémologiques qui ont favorisé l'émergence de la marge. Je pense en particulier, puisqu'on est ici dans la Maison des Suds, à l'approche de géographie culturelle, qui a permis d'envisager l'altérité, de la travailler autrement que comme un exotisme, mais bien comme une forme de territoire en soi, avec ses propres logiques. Et ensuite, tous les courants attachés à la subalternité, qui vont chercher à faire émerger des territoires jusque-là peu traités, relativement minoritaires en surface, en population, avec des habitants eux-mêmes souvent en situation minoritaire. Voilà pour justifier un peu mon propos et la démarche qui va suivre. Alors à partir de là, il en sort une définition. Alors j'en ai proposé une qui vaut ce qu'elle vaut, là encore. Pour moi, le terme qui m'a le plus accroché dans la marche, c'est la notion d'écart. Parce que l'écart, je trouvais qu'il était à la fois spatial et social, mais sans être hiérarchisant, sans être a priori péjoratif. On est à l'écart, ça ne dit en rien pourquoi, ni comment, et ça ne dit en rien des conséquences de cet écart. Ça laisse donc la marge volontairement ouverte. Et cet écart, on le voit, il peut être économique, politique, social, il peut être subi ou choisi. Certains auteurs le soulignent un peu trop abondamment à mon sens. Et on est vraiment sur la notion de différence plutôt que sur celle d'infériorité socio-économique. Bref, on est bien sur le décentrement et on est bien sur une analyse qui se fait au profit de territoires, de groupes sociaux généralement minoritaires. Alors, c'est bien une définition, ça ne nous amène pas loin. Après, quels sont les critères qui vont pouvoir permettre de manipuler la marge ? Là aussi, j'ai fait des principes parce que c'est une grille de lecture que j'ai faite d'abord pour moi-même, dans mon idée de travailler la marge, sur quel point est-ce que je vais devoir faire attention lorsque je vais sur ces territoires et je veux les envisager comme une marge. Eh bien, toujours cette notion de multiscalaire, à quelle échelle se place ma marge, par rapport à quoi est-ce que je suis une marge, toujours sans cette idée qu'on peut être central ou marginal. Une grande attention à la temporalité, on va le voir juste après. Là aussi, la marge, elle est évolutive. Une marge, elle se réduit. Une marge, elle est intégrée. Une marge, elle se déplace. Mais c'est un phénomène pour lequel on a fondamentalement besoin de l'histoire. Et en plus, j'irai plus loin que mon collègue, parce que moi, je suis remonté carrément à l'époque romaine tout à l'heure. Mais pendant 2 secondes. Ensuite, c'est un territoire ouvert et hybride. Ça, c'est fondamental, l'hybridation, parce que ça permet de dépasser la logique binaire qu'on avait précédemment, notamment dans le couple centre-périphérie, et créer toute cette théorie qui est présente depuis les années 90, fin 90 en géographie au moins, même peut-être avant pour certains travaux pionniers sur la périodisation, c'est du tiers-espace. L'espace intermédiaire, hybride, l'entre-deux, le seuil,
fondamentalement, on est sur des territoires qui vont composer entre plusieurs logiques extérieures et qui vont en retirer d'ailleurs bien souvent une richesse supplémentaire. Ça, c'est toujours un point très important pour les géographes, parce que si on place la focale sur les marges, on va en retirer quelque chose de plus qu'on n'avait pas dans la comparaison en termes binaires. Ensuite, les mobilités. Des lieux qui, du fait même de cette ouverture, échangent tant avec un centre qu'avec des confins carrément extérieurs. Une appréciation qui ne se fonde pas que sur l'économique, on l'a vu, mais sur toute une série de critères dont beaucoup sont d'ordre culturel, sociologique et politique. Une approche par la différence, on l'a vu, qui va permettre de faire émerger du coup la notion d'altérité et de la confronter un petit peu à cette norme souvent socio-centrée sur des territoires majoritaires, que ce soit les métropoles, que ce soit les villes innovantes, que ce soit les grands pôles du tourisme ou de l'industrie. Cela aussi, ça permet de définir d'autres formes plus discrètes d'organisation sociale. Et enfin, derrière cela, la mise à distance de la norme. On est à l'écart, c'est vrai. Du coup, eh bien, il s'y passe autre chose, selon des règles de fonctionnement qui sont parfois un petit peu décalées, qui impliquent parfois de l'illégalité, mais souvent simplement des règles tacites, informelles, non écrites, qui du coup génèrent là aussi une très grande richesse des dispositifs sociaux, et des formes d'innovation qu'on va s'appliquer à chercher, toujours pour renverser cette logique trop péjorative parfois qui s'applique à la notion de marge. Voilà la grille de lecture. Alors, ça fait une longue première partie, mais vous le constatez, elle me paraît absolument indispensable pour pouvoir raisonner sur cet objet. Encore une fois, elle n'est pas une valeur absolue, mais elle permet de savoir un petit peu vers quoi on se dirige. Alors, prenons un objet parmi d'autres. J'avoue que dans mon ouvrage, ça m'a énormément servi. Ça m'a même en fait créé une sorte de gourmandise pour revenir vers la France. Parce que cette géographie de la France, fondamentalement, on a l'impression de connaître, on en a un peu marre, c'est toujours la même chose. On va avoir nos grands axes d'organisation économique, on va nous parler de Paris pendant 50 chapitres, etc. Puis alors après, on aura 3 lignes sur les départements, régions d'outre-mer, et puis certains espaces sont tout simplement passés sous silence. Eh bien, avec ce décentrement de la marge, on renverse complètement la géographie de la France et on se fait plaisir, on se surprend à aller dans les coins les plus improbables possibles du territoire. D'ailleurs, tout le livre, moi j'ai fait ça, j'ai carrément renversé. Je suis parti de l'outre-mer et puis j'ai terminé vaguement par Paris et les grandes métropoles françaises dans une volonté d'avoir une logique spiralaire qui part de ce qui est apparu comme le plus marginal a priori pour aller vers ce qui apparaît le plus central. Évidemment, on trouvera de la marge partout, c'est pas l'enjeu, mais au moins la démarche, elle permet de se rafraîchir fondamentalement, avec une grande place accordée au rural et notamment à des espaces considérés comme étant des espaces de nature. Alors, allons-y, voyons cela maintenant pour ces fameuses marges de nature. Que dire de ce type de territoire a priori ? Eh bien, vous le voyez, je trouve que la marge permet de un peu résumer la manière dont fonctionnent ces territoires perçus comme naturels. Et l'idée qui m'est venue à force de les croiser entre le littoral, la montagne, les forêts, les zones humides, c'est qu'on est sur des territoires qui obéissent à des pulsations, à des formes de cyclicité à la fois temporelle et spatiale. De fait, il y a une sorte de processus commun qui se produit éventuellement avec des décalages temporels et à des échelles variables selon l'espace dont on parle, mais en tous les cas un processus commun qui voit ces espaces obéir finalement à une logique assez ternaire dans laquelle, au moins historiquement, mais parfois pour certains jusqu'à aujourd'hui, on est dans des espaces qui sont des espaces à l'écart, ça tombe bien pour nous, par rapport aux logiques économiques contemporaines, et qui font preuve de 2 caractéristiques principales, l'instabilité et un contrôle extrêmement difficile. On peut le résumer très rapidement, je ne vais pas refaire ici toute une analyse qui est par ailleurs détaillée, mais pour cette notion d'instabilité et de difficulté à contrôler ces territoires, c'est parce que justement la présence encore relativement importante d'événements naturels qui obéissent là aussi à des aléas climatiques extrêmement variables, fait que, eh bien, on a un battement important de ces espaces. Dans les zones humides, ça va être la variation des niveaux d'eau avec les possibles montées en crue des cours d'eau qui peuvent s'accompagner d'inondations. Pour la montagne, ce sont les phénomènes érosifs qui restent, quoi que l'on veuille, extrêmement présents, bien sûr. Sur le littoral, ce sont des phénomènes à la fois de tempête, mais aussi d'érosion du cordon littoral et des estrans sableux ou sablo-vaseux. Donc vous avez dans tous ces phénomènes-là cette idée qu'on a un espace qui demeure fondamentalement un espace de battement,
ou de respiration des phénomènes naturels qu'on y observe et qui échappent encore en partie à une maîtrise sociale ou qui historiquement en tout cas y ont largement échappé. Avec comme corollaire deux dimensions très importantes, sont des espaces dont on a pu prouver aujourd'hui qu'ils sont extrêmement riches écologiquement, parce que du fait qu'on est dans des espaces hybrides intermédiaires, ce sont des marges, entre deux extrêmes, pour le littoral entre la terre et la mer, fondamentalement pour les zones humides entre le sec et l'espace véritablement en eau, ça génère bien sûr des cortèges faunistiques, des cortèges floristiques absolument rares et parfois qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre, mais qui sont véritablement spécifiques à l'écotone, c'est-à-dire à la zone de transition entre les deux écosystèmes que l'on peut identifier. Donc instabilité, difficulté de contrôle, très grande richesse écologique et en même temps espace longtemps perçu, représenté comme des marges. Sociologiquement parlant, prenons l'exemple des marais, pour n'en prendre qu'un, vous avez suffisamment de littérature, de romans qui rappellent à quel point ces espaces étaient mal perçus, déconsidérés, à la fois d'un point de vue fantasmé imaginaire, comme des territoires du diable, comme des territoires des esprits, mais aussi d'un point de vue strictement sanitaire, comme des espaces de maladies. Et on n'oublie pas que les maladies à vecteurs en France ont existé jusqu'aux années 70 dans les espaces de marécage, sur les territoires. En Guyane, c'est toujours le cas, on a toujours de la malaria aujourd'hui. Donc on a encore cette représentation qui est à la fois construite, fantasmée et réelle sur des territoires dans lesquels finalement les sociétés présentes sont soumises à beaucoup de contraintes. Et de fait, ces sociétés sont bien souvent là aussi marginalisées, perçues avec une forme d'ostracisme. On est finalement dans une frontière intérieure, historiquement parlant, au territoire national, dans lesquels les populations vivent de peu, de coupe de roseaux, de vente de produits de la pêche en eau saumâtre, et dans des modes de construction qui, pour certains, sont extrêmement rudimentaires. Donc ça, c'est cette représentation initiale, fondée dans les temps historiques, présente pour certains territoires jusqu'à aujourd'hui ou peu s'en faut, d'une marge à la fois sociale et naturelle, l'un entretenant l'autre dans la représentation de ce type de territoire. Il s'ensuit, de manière assez générale, une constante historique, c'est cette volonté de dompter le naturel, de maîtriser la marge, par un processus d'équipement historique dont on peut voir plusieurs options selon le territoire dans lequel on se situe. La première option, c'est de simplifier l'écosystème, réduire la complexité du fonctionnement de ces milieux pour mieux le maîtriser. Donc c'est typiquement des questions de drainage, des questions d'irrigation, pour les zones humides. C'est des questions également de nivellement, de protection contre l'aléa sur le littoral comme sur la montagne. Bref, on cherche d'une certaine manière à se rendre maître et possesseur de la nature, si ce n'était pas encore fait sur ces marges-là, et on réduit, ce faisant, de plus en plus leur présence sur le territoire national français. C'est une constante historique, j'insistais en parlant tout à l'heure de l'époque romaine. Oui, bien sûr, des assèchements des temps, on les trouve déjà dans le littoral méditerranéen dès le tournant de l'ère chrétienne, et bien entendu au Moyen-Âge avec tous les phénomènes de poldérisation et de mise en valeur des marécages par les communautés religieuses. Donc ce phénomène est une constante historique de simplification des écosystèmes, mais aussi d'utilisation de la marge comme réserve foncière. C'est la deuxième option. Une réserve foncière qui permet de faire tout autre chose sur ce territoire-là. Il y a de l'espace, il n'a pas une grande valeur agronomique, il n'a pas été densément occupé. On construit de la grosse infrastructure. C'est plus contemporain. J'en donne plusieurs exemples, mais ils sont tous connus. Les zones industrielles ou portuaires, réfléchissons un instant. Où sont-elles choisies ? Où sont-elles construites? C'est d'abord Dunkerque, sur un estran sableux gigantesque, facile à creuser pour mettre les darses. C'est Fos-sur-Mer, on est en limite du delta, de la zone deltaïque de la Camargue. Là aussi, il y a des espaces qui offrent une prise magistrale pour construire un port gigantesque, qui est fondamentalement une extension du port de Marseille, mais à 40 km de distance, là où on est à la mesure des infrastructures contemporaines. En montagne, c'est de l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité, c'est pas seulement le fait de construire un barrage par-ci ou une centrale hydroélectrique par-là. C'est la modification complète du fonctionnement des hydrosystèmes, avec des phénomènes de déversement et de basculement des masses d'eau d'une vallée à l'autre. Je ne sais pas si vous avez conscience de l'ampleur des travaux qu'EDF a consentis dans les années 50, 60, 70. On va capter l'eau sur le glacier d'Argentière pour faire tourner une turbine aux confins d'Albertville. C'est possible. Cette distance-là ne pose pas de problème. On construit des téléphériques, on construit des canalisations souterraines en nombre phénoménaux et des fameuses conduites forcées. Donc tout cela plutôt au cours du XXe siècle, bien entendu. Et on peut aller très très loin encore en la matière lorsque on utilise la montagne aussi pour le développement touristique.
certes, mais aussi pour des marges pour d'autres usages qui sont des usages que l'on souhaite tenir à distance stratégiquement et aussi parce que la position est bonne. Je me suis même amusé à penser à la forêt guyanaise en réfléchissant à la construction du centre spatial de Kourou ou à la Polynésie pour les essais sur les atolls nucléaires. Ça nous fait sur les essais nucléaires dans les atolls coréens. Ça nous fait pousser un petit peu loin les marges, mais ça montre ici en quoi est-ce que la marge reste une réserve potentielle d'investissement, notamment à l'époque de l'aménagement du territoire le plus dirigiste au cours du XXe siècle. Donc cette période-là, elle me paraît fondamentale pour comprendre à quel point la notion de marge, finalement, ici, a été presque niée, ou en tous les cas, il a été question de la dompter et de l'intégrer dans une version assez positiviste de l'aménagement du territoire. Pour autant, et c'est le troisième temps de cette pulsation, après je passe rapidement à l'exemple, on en est sorti, on le sait bien, parce qu'il y a eu plusieurs événements. Alors, je ne penserai pas que à l'événement écologique, mais à tout ce qui l'accompagne, à savoir la persistance, la permanence de l'aléa, quoi qu'on fasse. On a beau équiper, l'aléa reste là. Et le problème, c'est que si l'aléa se maintient, les vulnérabilités, elles augmentent. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de risque, c'est toujours la combinaison d'un aléa et d'une vulnérabilité. On peut toujours réduire l'aléa, mais si d'un certain point de vue, la vulnérabilité augmente parce qu'il y a de plus en plus d'équipements, de plus en plus d'habitants à proximité de ces marges, au contact avec ces fonctionnements naturels complexes, eh bien, on ne réduit pas le problème, mais en réalité, il continue d'augmenter. Donc la prise de conscience de ces risques et de la nécessité de maintenir des marges. Les travaux d'Yvette Verrès sur les risques vous en parleront abondamment. Les zones humides, c'est aussi une protection contre le risque. C'est un tampon dans les ondes de crue qui permet d'éviter des inondations catastrophiques. Ce que l'on fait aujourd'hui dans le bassin parisien pour protéger 12 millions d'habitants, c'est de faire de la réserve foncière pour rouvrir des champs et tolérer qu'ils soient inondés. Parce que s'ils sont inondés là, ils ne seront pas inondés en aval, bien entendu. Donc ces marges, on en a besoin. Et là, je ne suis pas seulement dans une question écologique, que je ne souhaite pas traiter ici, mais bien dans une question sociale, d'aménagement du territoire, où la marge, elle a sa place. Elle est nécessaire même par rapport à la question de risque et par rapport à l'organisation générale des territoires. Et puis bien sûr, cela va un petit peu plus loin puisqu'on va aussi dans des travaux de génie écologique, de renaturation, on va carrément recréer de la marge. Les collègues qui ont travaillé sur les poldérisations travaillent depuis maintenant une vingtaine d'années sur les phénomènes de dépoldérisation. On casse des digues à la mer, on rouvre des espaces pour le battement de la marée, tout simplement, là encore, pour restaurer des fonctionnements naturels, limiter l'érosion des littoraux et, au passage, restaurer aussi des milieux sensibles, écologiquement riches, qui avaient été un petit peu confisqués par les phénomènes d'endiguement et de poldérisation. Donc on a une sorte de revanche symbolique du naturel, je me permets de le mettre entre guillemets ainsi, une revanche symbolique du naturel dans ce cycle ternaire que j'ai évoqué, qui est, je le disais, chronologique, mais qui peut se superposer, puisque à l'échelle du territoire français et selon les milieux, on peut être encore dans une logique d'équipement et de réduction. On continue aujourd'hui, en 2017, à perdre des surfaces en zone humide, à perdre des surfaces de haute montagne et de nature sauvage, à perdre des surfaces littorales, malgré tout. L'équipement continue à se faire. Je vous le disais, seules les zones humides lacustres de loisirs progressent un petit peu et les forêts continuent à progresser. Mais pour le reste, on est essentiellement dans une poursuite de la réduction. Donc, il ne faut pas croire que les phénomènes sont inversés. Il y a des phénomènes de simultanéité et même de chevauchement entre les logiques que j'ai précédemment évoquées. Alors j'étais un petit peu long sur cette partie théorique parce qu'elle permet du coup de résumer beaucoup plus rapidement. Un exemple parmi d'autres, vous avez largement le choix. J'ai peut-être pas été malin en prenant un exemple qui est dans cette région Nouvelle-Aquitaine, le Marais Poitevin. Néanmoins, il est intéressant parce qu'on y retrouve les ingrédients que j'ai évoqués. Vous le voyez, alors les catégories qui sont posées en légende ne sont pas forcément celles de la partition ternaire de tout à l'heure, mais néanmoins elles sont assez efficaces. Vous êtes sur un périmètre initial qu'on distingue à peu près sur la carte dans la partie grisée, qui est ce périmètre initial de la zone humide, avec un certain nombre d'îlots calcaires qui émergent dans la zone de ce que l'on appelait le golfe des Pictons jusqu'à l'époque romaine, et qui s'est progressivement, naturellement refermé par les apports terrigènes et marins. Mais cet envasement naturel, ce phénomène de fermeture tout à fait banal dans le fonctionnement des écosystèmes littoraux, a été largement encouragé et promu par des aménagements anthropiques. Et c'est la deuxième phase particulière de cette transformation de ce milieu, d'un milieu finalement assez marginal, assez intermédiaire, en cours d'envasement. On en a fait un milieu productif par
la création de canaux, la création de portes à flot qui empêchent le battement de la marée et les remontées d'eau salée en particulier. Donc des forts travaux d'hydraulique qui sont démarrés, on le voit ici, à partir du 11e, 12e siècle par les canals des 5 abbés, qui sont poursuivis par privilège royal par les ingénieurs hollandais au XVIIe siècle et qui conduisent à un réseau de près de 4000 km de canaux dans l'ensemble du périmètre pour réduire finalement le golfe des Pictons à sa plus simple expression, en l'occurrence l'anse de l'Aiguillon, tout ce qu'il en reste, elle-même poldérisée par les travaux littoraux de certaines communautés locales. Donc finalement, c'est un territoire qui est, on peut le dire, dans une certaine mesure anthropogénique, je me permets d'employer ce terme même s'il est complexe, c'est-à-dire généré pour une bonne partie par le travail de l'homme, pour y développer principalement de l'agriculture, notamment sur la partie desséchée du Marais, qui est celle qui est ici en gris clair. Donc quel est l'espace de battement qui est réservé au fonctionnement des écosystèmes naturels? Pas grand-chose. En l'occurrence, la zone humide, en gris foncé, et finalement les zones qui sont encore soumises à l'influence d'un marais, en l'occurrence la slick littorale, en amont de, enfin c'est en aval, mais c'est à l'avant de l'anse de l'Aiguillon, si on veut dire. Pour autant, les phénomènes que j'ai évoqués sont toujours là, les vulnérabilités sont présentes, je ne reviens pas sur l'épisode Xynthia de 2010, qui se positionne, on le rappelle, à la Faute-sur-Mer, ici, sur cette côte à Lido au nord directement du site. Donc des aléas qui remettent en question finalement le fonctionnement des hydrosystèmes et la manière dont on l'a aménagé et peut-être aussi suréquipé sur le littoral en tout cas. Un autre phénomène qui n'est pas sur cette carte mais qui est expliqué par ailleurs, qui est la conversion de l'agriculture à la pratique du maïs, qui a nécessité des forts apports en volume d'eau, qui ont là aussi modifié fortement les hydrosystèmes et qui ont même conduit en 1971 à déclasser ce territoire qui avait pourtant demandé une étiquette parc naturel régional pour développer un peu de tourisme de nature et de développement rural bien concerté, tout simplement parce qu'il n'était même plus respectueux d'un des engagements des PNR qui était un environnement dans l'ensemble préservé et respectueux des fonctionnements naturels, pourquoi pas même du patrimoine que l'on pourrait mettre en valeur par le tourisme. Donc un déclassement, des dysfonctionnements dans ce périmètre-là, avec de ce fait une période de latence qui correspond à la restructuration des acteurs locaux, restructuration en deux temps, émergence d'un tourisme de nature de plus en plus fort, 700 000 visiteurs par an tout de même pour la partie amont du Marais poitevin, en particulier ici, au droit de Niort, la ville principale du secteur. Un essor donc de ce tourisme d'une part, deuxièmement une restructuration des acteurs locaux qui recandidatent au label PNR et une restructuration également du syndicat de gestion des eaux qui passe non plus sous contrôle local agricole mais sous contrôle d'une agence qui est pilotée désormais par l'État, contrôlée par l'État de telle sorte à garantir une adéquation entre les besoins agricoles et en même temps les besoins écologiques et touristiques du site. Moyennant quoi, le site va regagner des labels, il va devenir grand site de France en 2010, pour la partie amont, la partie la plus touristique, et il va récupérer le statut de parc naturel régional dans le périmètre extérieur en 2014. Les pressions existent encore, mais elles sont moindres qu'autrefois, notamment le projet autoroutier qui devait traverser le site a été abandonné, mais on pense encore à une mise à 3 voies potentiellement de la nationale sur cet itinéraire-là. Alors voilà pour résumer cette pulsation et finalement cette temporalité de la marge. J'insisterai peut-être en montrant une dernière fois la carte aussi sur le fait que cette pulsation elle est spatiale et on s'aperçoit que la marge voit son échelle varier. Fondamentalement, on pourrait le montrer en se levant, mais c'est peut-être même pas la peine, peut-être que la souris permet de se suffire à cet exercice. Le périmètre initial, on l'a aperçu, c'est le périmètre gris, c'est le périmètre intermédiaire, celui qui était cet espace mal contrôlé, cet espace en évolution dynamique de battement des fonctionnements des écosystèmes naturels. De cet espace gris, on passe à un espace extrêmement réduit, qui est finalement seulement le gris foncé, le marais mouillé, et pourquoi pas l'anse de l'Aiguillon avec la poldérisation et les territoires qui sont encore des territoires d'estrans vaseux. Donc une réduction spatiale de la marge très très forte. Et on le voit avec la création et la recréation des périmètres de gestion du site, cette fois-ci un élargissement, la marge reprend en quelque sorte son extension spatiale la plus large, au point même d'ailleurs d'être intégrée cette fois-ci aux différentes cités riveraines qui sont portes du parc naturel régional, que ce soit Niort, que ce soit Fontenay-le-Comte, Mareuil-sur-Lay, et désormais donc dans une marge qui a, je dirais, droit de cité, au sens
presque historique du terme, puisque eh bien, le parc naturel régional et le marais Poitevin sont intégrés dans les stratégies de développement local de toutes ces villes riveraines. Ce n'est plus une marge, c'est fondamentalement un espace complémentaire. Alors, voilà pour l'analyse. Néanmoins, dans ce territoire-là, comme dans d'autres, est-ce pour autant une disparition de la marge? Est-ce une intégration de la marge? Je pense que le débat n'est pas tranché, et là, il faudrait être prudent. Parce que toutes ces dynamiques, présentées ici au fil de l'histoire, négligent quand même l'épaisseur sociologique des lieux, et ça, ce sera peut-être le point plus critique de cette approche. On ne fait jamais disparaître la marge, on n'intègre jamais complètement la marge. Il subsiste toujours une marge, et l'idée, c'est, on l'a dit, on est toujours marge de quelque chose, elle se déplace vers d'autres usages. Toutes les communes ne sont pas gagnantes, certaines restent encore enclavées. On a, par exemple, pas directement dans le marais Poitevin, mais à proximité immédiate, de l'hyper-ruralité. On a certains secteurs qui sont en déficit de services publics, qui ne bénéficient pas forcément de cette recomposition territoriale. Donc il ne faut pas non plus rester comme ça obnubilé par un modèle d'analyse. Il faut être capable de jouer avec les échelles et de s'apercevoir qu'on a peut-être intégré ce territoire, on a peut-être recréé un fonctionnement complémentaire avec une marge qui est cette fois-ci plus écologique que sociale, mais non, il reste des espaces à une échelle plus réduite qui sont encore à l'écart de ces dynamiques et auxquelles il s'agit bien sûr de prêter attention. Donc pour conclure, une troisième partie qui revient vers le modèle que j'ai proposé initialement et qui souligne peut-être quelques limites à l'analyse en termes de marge, parce qu'on n'a jamais si bien servi le corps que par soi-même. À la fin de l'ouvrage, j'ai tenté de résumer chacun des territoires abordés à travers les critères que l'on a listés dans les 8 critères pour analyser les marges. Ils sont là, hein. Voilà les entrées thématiques, la question des échelles, la question de la pauvreté, de la temporalité, de l'évolution, du caractère flou, du gradient, etc. Et je l'applique donc à la catégorie marge naturelle. Donc pour les échelles, je passe très vite là-dessus, je me positionne surtout à une échelle régionale, on a vu, avec des sous-ensembles régionaux consistant en cette interface littorale concernant quelques espaces de haute montagne, quelques espaces de marais. Ce n'est pas l'enjeu essentiel ici. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que ces espaces de marge semblent effectivement avoir vécu, eux au moins, pas toutes les marges, mais eux au moins, une forme de valorisation touristique et une forme d'intégration économique dans lesquelles leur statut a été reconsidéré et qui a permis aux sociétés locales de bénéficier d'un certain nombre d'investissements tout en recréant les dynamiques naturelles précédemment niées. Donc de ce point de vue-là, le constat semble positif. En ce qui concerne la temporalité et les évolutions, on a vu des variabilités très fortes. Là, pour le coup, les changements sont brusques parce qu'il y a du risque naturel et parce qu'il y a des phases très claires dans leur évolution. De la même manière, les notions de caractère flou, de gradient et la notion suivante d'hybridation sont très présentes. On est vraiment sur nature-culture, sauvage, domestique, avec une influence anthropique très variable selon les territoires dans lesquels on se trouve. Donc là, pas de surprise, la clé de lecture de la marge a été assez simple à mettre en œuvre. Quant à la perméabilité, dans une certaine mesure, on pourrait également la retrouver dans les flux touristiques en particulier ou dans les échanges de production agricole qu'on peut observer dans ces marges. Non, c'est peut-être sur la question du rapport à la norme qu'on pourrait être un petit peu plus précis, parce que j'en ai pas du tout parlé. Je me suis aperçu que j'avais oublié d'appliquer cette clé de lecture à l'exemple précédent. En fait, la marge est recréée, on l'a vu, dans une certaine mesure, mais au prix d'une intégration très forte à la norme et même d'une surdétermination par la norme réglementaire. C'est pas qu'on a redonné un espace de battement à la société locale, au contraire, on l'a intégré dans toute une série de réglementations après avoir asséché le marais, après l'avoir drainé, après l'avoir équipé, on l'a transformé ici en un espace de naturalité à vocation touristique et à vocation écologique, surinvesti par toute une série de réglementations. Le fait d'intégrer, par exemple, le statut de PNR n'est pas la norme la plus réglementaire qui soit, mais doublé ici d'un grand site de France, qui est une mesure opérationnelle qui permet de générer là aussi des travaux d'équipement et de restauration de sites dégradés. Vous avez également, bien sûr, des mesures liées à Natura 2000 dans ce périmètre-là, qui cible certaines espèces et qui pilote ainsi des opérations de génie écologique, on l'a vu. Et donc finalement, on est sur un espace qui est surdéterminé au filtre d'une norme sociale, qui est essentiellement la norme écologique et la norme de la durabilité. Est-ce que cette représentation est socialement partagée dans l'ensemble du site, notamment pour les villages les plus excentrés qui bénéficient le moins de cette manne touristique? La question doit être encore posée.
Parce que la marge, c'est aussi cette approche critique sur le territoire qui consiste à remettre en question en permanence une vision un peu trop positiviste de l'évolution des choses, telle que j'ai tenté de la montrer. Ainsi, dans les enjeux et potentiels d'innovation, bien sûr, il y a de la naturalité, bien sûr, il y a de la durabilité, il y a de la protection de la biodiversité, il y a du tourisme durable, il y a de l'éducation à la nature. Tout cela est mis en avant. Mais c'est une voie qui a été choisie, qui a été proposée à ce territoire par un certain nombre d'acteurs locaux, mais qui est une option parmi d'autres et qui peut être contraignante pour certaines parties des sociétés locales. Voilà en tout cas un point qui me paraissait important à souligner dans la manière d'aborder le sujet. Donc la grille d'analyse, elle permet d'envisager tout cela. Alors on peut recomposer les 8 critères en autant de parties que l'on veut. J'aurais dû en prendre 9, ça aurait fait 3 par partie, ça aurait été plus pratique. Mais je n'en ai pas trouvé plus en tout cas. Mais ça permet du coup de les modifier selon que l'on veut insister soit sur la question de la temporalité de la marge, soit sur le caractère d'innovation de rapport à la norme de la marge. Pour certaines, c'est plus pertinent de mettre ça en premier qu'à la fin, ou au contraire sur la notion d'entre-deux, d'hybridation, d'originalité de ces territoires par rapport aux représentations préconçues. Alors, j'en ai quasiment fini, si ce n'est que je souhaitais peut-être conclure sur les limites. J'ai là parlé de l'application du modèle, du retour au modèle, et des limites de cette analyse. Il y en a plusieurs qui me paraissent importantes. Dans l'exemple que j'ai donné en particulier, je travaille essentiellement dans une perspective, on l'a vu, assez linéaire, qui n'est pas forcément celle qui est appliquée à tous les espaces de marge, elle n'est pas forcément la plus pertinente à chaque fois, mais elle est, du coup, elle expose à 2 risques. Le premier, surtout quand on est historien et qu'on peut éventuellement être tenté par une démarche chronologique, c'est d'aller vers une approche trop positiviste du phénomène, en laissant entendre que finalement il y a eu des erreurs et qu'on revient dessus et que finalement la notion de marge aujourd'hui est de mieux en mieux prise en compte. J'en suis pas sûr du tout et je ne l'ai pas assez montré dans ces exemples-là. Il y a des phénomènes de déplacement et de recréation de la marge. Je sors de mon exemple et je reviens à d'autres espaces naturels où ce sera peut-être plus limpide. Pour ce qui est de la montagne, on parlait tout à l'heure des travaux de Rémi Knafou, il a très bien montré la mise en tourisme de la montagne, et il a aussi très bien montré le déplacement de la marge au détriment de certaines sociétés montagnardes, en montrant notamment que certaines stations du plan neige s'étaient constituées progressivement avec le temps en isolats, ou plus exactement en associats touristiques. Un terme que j'aime bien, qui est d'Alain Reynaud, qui définit finalement des extensions de sociétés très métropolitaines, à fort pouvoir d'achat, dans un territoire de marge, mais qui fonctionnent finalement plus en fonction de ce marché-là qu'en fonction de l'environnement immédiat de la station, réservant du coup les environnements immédiats à des emplois subalternes ou tout simplement à une inaccessibilité des produits touristiques ainsi offerts. Surtout dans certaines stations qui, du fait des problèmes d'enneigement et de saisonnalité, vont chercher à monter en gamme et avoir des prestations de plus en plus coûteuses. Aujourd'hui, allez voir les prix d'une nuitée touristique prise au hasard aux Arcs à La Plagne, vous serez sans doute surpris de constater que ça devient inaccessible à un budget moyen pour la plupart de la population française. Et ça s'adresse clairement à une clientèle plus étrangère. Donc ces phénomènes-là montrent que la marge elle est toujours là, il y a bien des phénomènes d'intégration, aujourd'hui il y a de la durabilité dans les stations, il y a ce discours-là qui se met en place, et en même temps, il subsiste des zones d'ombre qui toujours nécessaire d'analyser en déplaçant le curseur en permanence. On se décentre en permanence, comme je le disais. Donc pas trop de positivisme, toujours un peu de critique. Et pourtant, pas de misérabilisme non plus. C'est la deuxième limite de la notion de marge. On a peut-être trop facilement envie de faire l'amalgame entre marge et marginalisation, et du coup d'employer un ton un peu militant ou dénonciateur. Je suis tout à fait d'accord, la marge, elle est salutaire, parce qu'elle permet d'envisager des travaux sous l'angle de la justice sociale et même la justice spatiale, un phénomène qui est absolument essentiel en géographie aujourd'hui. Et pour autant, toute différence, tout écart n'est pas forcément une inégalité, ni forcément une injustice. Il faudra bien être prudent là-dessus, et je pense que notre mission, c'est surtout de lever les lièvres lorsqu'il y en a, de mettre en évidence ces dysfonctionnements, mais certainement pas de se poser en censeur et en juge d'une situation, quand bien même elle s'avère inacceptable. On la montre et c'est tout, mais on n'emploie pas un discours militant qui serait, à mon avis, de très mauvaise aloi dans une copie et dans un discours à volonté scientifique. Et enfin, mais là je pense avoir réussi à le démontrer, attention au spatialisme, c'est-à-dire que ici je suis parti de marge de nature et je vais essayer de vous montrer dès le départ que c'est pas parce qu'on est dans la nature qu'on est forcément en marge. Hein, c'est pas l'espace qui fait la marge, c'est bien sûr la construction sociale qu'il y a autour, c'est l'investissement politique qui est consenti
dans certains cas, un investissement politique qui cherche à intégrer, qui cherche à respecter finalement le fonctionnement propre de ces territoires. Dans d'autres cas, un investissement politique qui va réduire, nier la marge et de ce fait la reproduire ailleurs. Donc voilà les limites principales. Vous avez vu, elles sont quand même importantes quand on parle de marge. Et appliquées à mon territoire, elles donnent cela. Les marges restent une construction sociale de la mise à l'écart, y compris lorsque je parle de la nature la plus éloignée et la plus sauvage en apparence qui soit. Et j'insiste beaucoup sur les processus de retournement, d'intégration, de déplacement de ces écarts. Donc c'est pas parce qu'on est loin non plus, j'ai oublié de le dire, c'est pas la distance qui fait la marge. Hein. Encore une fois, on peut être très bien intégré aux arcs et très mal intégré sur un des boulevards parisiens lorsqu'on est une personne sans domicile. C'est pas la question de la distance au centre ou à un centre supposé. Et de la même manière, c'est pas la nature qui fait la marge. Elle peut être un support possible et fréquent, on l'a vu, de phénomènes de marginalisation, mais c'est avant tout un différentiel qui est construit socialement. Les lieux de nature peuvent être centraux, mais la marge demeure. Pour reprendre ce que j'ai dit, elle est déplacée par les fronts pionniers aménagistes, mais elle est toujours relative. Voilà, pour résumer en une diapo, l'essentiel du propos de cette conclusion. Je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions.